Belle matinée à tous, il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. C'est un marathonien, David Doucan. Évidemment. Le journal de 8h et vous revenez à 8h15 pour interviewer le ministre de l'écologie, François Rugy. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité, David. Le coup dur pour les salariés de Conforama. La direction veut fermer une quarantaine de magasins, supprimer 1900 emplois. La réaction du secrétaire du comité central d'entreprise dans un instant. Après la canicule, les orages, la région Auvergne-Rhône-Alpes durement touchée cette nuit. Jusqu'à 100 000 foyers privés d'électricité. Vigilance orange dans 5 départements pour aujourd'hui. Et puis, la jeunesse hongkongaise défie Pékin. Des manifestants sont entrés de force dans le Parlement. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Reportage de notre correspondant dans ce journal. Puis à 8h12, l'Iran déroge à l'accord de 2015 et franchit la limite imposée à ses réserves d'uranium enrichi. Les explications et l'analyse de notre spécialiste Vincent Hervouette. Europe 1. 1900 postes supprimés, 32 magasins Conforama en voie d'être fermés, même destin pour 10 boutiques, maisons dépôt, tout cela dès l'année prochaine. Le groupe de bricolage et de décoration a annoncé la mauvaise nouvelle hier au syndicat. Les 9000 salariés s'attendaient à une restructuration, mais pas si brutale. Écoutez Mouloud Amour, secrétaire du comité central d'entreprise de Conforama. On s'attendait à quelque chose d'assez conséquent. Mais dans un premier temps, déjà au niveau du timing, pas aussi rapide. On s'attendait effectivement à une restructuration courant février-mars 2020. Et là, on nous l'annonce de manière brutale. Et c'est vraiment un choc extraordinaire et insupportable. Et les salariés ainsi que les élus sont choqués par l'annonce qui vient d'être faite par la direction générale de Conforama. Et l'ampleur des suppressions d'emplois et des fermetures de magasins vous surprend aussi ? Ah, complètement. On s'attendait à peut-être quelques fermetures de magasins qui ne devait pas dépasser une dizaine, et là on se retrouve avec 32 magasins qui ferment, 1900 postes supprimés en France. C'est un véritable scandale, parce qu'effectivement on s'attendait à une restructuration, mais pas aussi lourde, pas aussi dramatique, pas aussi importante. Mouloud Amour, le secrétaire du comité central d'entreprise de Conforama, avec Olivier Samin pour Europe 1. De nombreux dégâts en Auvergne-Rhône-Alpes hier soir en raison des orages avec vent violent et chute de grêle. Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie. Dans ce département, à Doussard, grosse frayeur pour les spectateurs d'un concert de rock. Le toit de la salle des fêtes a été partiellement emporté. La maire de la commune, Michèle Lutz, était présente. On l'écoute. C'était d'une violence qui est difficilement qualifiable. Ce bruit assourdissant, il y a eu un effet en une conjugaison entre un toit qui s'envole, happé, soufflé par cette tornade, et puis tous les matériaux qui sont là, qui se gorgent très très vite d'eau et qui ensuite tombent. Le spectacle, je ne vous cache pas, à 1h du matin, 2h du matin, était sur les routes de ma commune assez apocalyptique. Et on a des arbres qui sont abattus un peu de partout. Il y a beaucoup de tuiles qui sont tombées. Ça va être terrible de revoir tout ça ce matin, mais les personnes sont toutes sur leurs jambes, des petites égratignures, mais rien. Et ça, sincèrement, c'est un miracle. Témoignage recueilli par Claudia Bertram. Enfin, en raison des chutes d'arbres, la SNCF a stoppé un TGV Paris-Grenoble en gare de Lyon-Saint-Exupéry. Les voyageurs ont été contraints d'y passer la nuit. Blocage à Bruxelles, rentrée à Strasbourg. Oui, le président français a choisi ces mots. Nous donnons une image pas sérieuse de l'Europe. La charge est à la hauteur des divisions au sommet de l'Union. Les dirigeants ont été incapables de trouver un consensus sur les postes clés. Le sommet reprend ce matin à 11h pour une énième tentative. Blocage à Bruxelles, donc, vous le disiez. Mais le calendrier du Parlement de Strasbourg n'attend pas. Les nouveaux députés élus fin mai vont siéger dans l'hémicycle aujourd'hui. Pour la première fois, hier après-midi, chacun d'entre eux est passé au guichet de remise des clés de bureau. Arthur Mbaché y a croisé l'insoumise Leïla Chaibi. Et moi j'ai 2 bureaux. Voilà, vous avez un bureau pour vous et un bureau pour votre assistant. D'accord, voilà. Ok, super, merci beaucoup. Merci monsieur. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Pour le coup, c'est vraiment une arrivée, on débarque. À peine on a eu le temps de commencer à se repérer dans les couloirs de Bruxelles où c'est un gros labyrinthe, que ça y est, il faut tout redémarrer à zéro. On arrive de nouveau, oulala, ce grand truc immense. On nous a dit que nos bureaux étaient assez excentrés, parce que c'est vrai que notre groupe, on a perdu pas mal d'élus, donc apparemment on a un peu mis au placard. Après, je sais qu'on a une réunion dans 20 minutes, je suis sûre que forcément ça va commencer à la bourre, parce que le temps que tout le monde se repère et trouve la salle. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile de trouver son bureau ici ou de trouver un accord Bruxelles entre chefs d'État ? Nous, ce qui nous interpelle, c'est que les socialistes s'accordent avec les macronistes, alors qu'ils nous ont dit pendant toute la campagne qu'ils étaient contre les propositions qui étaient portées par les macronistes. Mais c'est normal que les gens se disent, mais je comprends pas, en fait j'ai voté pour un tel, mais en fait ils se mettent après tous autour d'une table. Moi je découvre la façon de négocier dans les institutions européennes.
Bonne rentrée. Merci à vous. Leïla Chaibi, députée européenne insoumise au micro européen d'Arthur Mbaché. Et le gouvernement fait marche arrière sur la lutte contre les passoires thermiques. Oui, pendant la campagne de 2017, Emmanuel Macron avait promis que ces logements mal isolés et énergivores seraient interdits à la location d'ici 2025. Problème, le texte voté vendredi à l'Assemblée nationale n'a pas du tout cette ambition. Il ne prévoit que des incitations pour que les propriétaires engagent des travaux d'isolation. Aucune sanction avant 2028. Les explications de Maude Descamps. Il n'y aura aucune sanction avant 2028 pour les propriétaires de passoires énergétiques. Ils pourront donc continuer à les louer. C'est en fait le résultat d'un bras de fer au sein même du gouvernement, deux lignes s'opposaient. L'écologie punitive, défendue par le ministère de la Transition écologique, et la ligne incitative, plutôt du côté du ministère du Logement. C'est donc cette dernière qui l'a emporté. Au gouvernement, certains estimaient qu'il était trop dangereux de cibler les petits propriétaires. On estime que 500 000 logements très énergivores sont détenus par des propriétaires à faible revenu. Anne Bringot du réseau Action Climat regrette ce qu'elle appelle un manque d'ambition. On est sur une occasion manquée puisque la loi ne prévoit pas grand-chose à part une obligation d'indiquer une non-conformité à partir de 2028. Ce qui est important, c'est profiter du changement de propriétaire ou d'un changement de locataire pour faire des travaux et donc engager dès que possible une interdiction de location quand on change de locataire. Le gouvernement mise plutôt sur une simplification des aides pour inciter les propriétaires à engager des travaux avant 2028. Maude Descamps du service économie d'Europe 1. Et bien sûr, j'interrogerai tout à l'heure à 8h15 le ministre de l'écologie à ce sujet, François de Rugy. Le ministre de l'Éducation nationale a promis que chacun aura ses résultats du bac en temps et en heure. Ce vendredi, Jean-Michel Blanquer réagissait à la menace de grève de certains correcteurs dans plusieurs académies. Des enseignants ont voté une rétention des notes pour inciter le ministre à rouvrir les négociations sur les réformes du lycée et du baccalauréat. La matinale avec David Doucamp au journal de 8h. Direction Hong Kong où la jeunesse étudiante est en révolte, David. Oui, elle avait déjà obtenu la suspension du projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale, mais les protestataires ne s'en contentent pas. C'est une soif de liberté, la volonté de défendre l'autonomie vis-à-vis de Pékin qui accroît sa mainmise sur l'île depuis 2013 et l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Hier, les manifestants ont carrément envahi le Parlement et ont déployé l'ancien drapeau colonial. Écoutez le reportage du correspondant d'Europe 1 à Hong Kong, Stéphane Laforêt. Les coups ont finalement eu raison des vitres blindées du Parlement, entraînant la liesse de la foule. Après des heures à s'acharner sur l'enceinte officielle, les manifestants ont enfin pénétré à l'intérieur du Leshko en début de soirée. Un geste fort et symbolique pour la jeunesse hongkongaise qui cherche à tout prix à se faire entendre. Nous devons nous en prendre à ces institutions politiques pour faire passer nos demandes de changement au gouvernement et leur mettre la pression. Nous avons déjà sacrifié 3 jeunes hongkongais, donc nous ne pouvons plus attendre. C'est un pas en avant, mais si le gouvernement ne nous répond pas, nous ne nous arrêterons pas à cette étape. À l'intérieur, le chaos règne tandis que les manifestants s'organisent pour tenter d'ériger des barricades. Le matériel informatique, les meubles, rien n'échappe à la colère des étudiants. Cette prise du Parlement est un réel tour de force. C'est la dernière chose que l'on a envie de faire. Personne ne veut de la violence, mais c'est l'un des seuls moyens pour nous d'obtenir une réponse. À minuit, la police est finalement intervenue à coups de gaz lacrymogène ordonnant aux manifestants de quitter le Parlement et le quartier Admiralty. À Hong Kong, Stéphane Laforêt, Europe 1. Et le gouvernement central chinois vient de réagir à ces événements en condamnant fermement le saccage du Parlement local de Hong Kong. Ils sont aujourd'hui 21 000 dans notre pays. Ils seront 10 fois plus nombreux, 200 000 dans 40 ans. Je vous parle des centenaires. La France est le pays d'Europe où le plus grand nombre de nos aînés passe ce cap. Alors comment cela s'explique-t-il, Ève Roger ? 5 centenaires sur 6 sont des femmes, nées pendant ou juste après la guerre de 14-18. Elles ont connu 15 présidents de la République et presque autant de dévaluations. Elles avaient 26 ans quand la sécurité sociale a été créée en 1945 et pour les spécialistes, c'est grâce à cette organisation typiquement française des soins, universelle et gratuite, qu'elles sont plus nombreuses ici qu'en Espagne ou en Allemagne. Elles s'entretiennent aussi un peu de marche, un peu d'exercice. Elles suivent l'actualité, regardent le JT et surtout continuent à profiter des plaisirs de la vie, comme Paulette Lerouzeau-Grève, dite Madame Lerouzeau, dans sa maison de retraite Corian, en région parisienne. C'est d'écouter les enfants et les amis, parce que ça compte, les amis. Ça se compte souvent sur les doigts d'une main. J'aime la musique,
J'aime Mozart, j'aime Beethoven. Et puis on fredonne, même si on n'a pas une voix extraordinaire. Charles Trenet, je chante un jour et matin, je chante sur mon chemin. D'abord, on a le cœur gai, et puis on ne dit pas des mal du voisin. Mais n'allez pas croire que toutes les centenaires vivent en maison de retraite comme Paulette. 1 sur 2 vit encore chez elles, avec de l'aide bien entendu. Ça veut dire quand même qu'elles ont encore des ressources. Le reportage d'Ève Roger du service Société d'Europe 1.